Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir, rejoints pour ce second webinaire, de fin d'année. Il a lieu dans le cadre d'un cycle de 5 webinaires. Le prochain aura lieu le jeudi 26 novembre à 18h30 et je vous en dirai un petit peu plus, à la fin de cette session. Quand on a développé ce nouveau cycle de webinaires de fin d'année avec les collègues, en toute honnêteté, on ne pensait pas que ce serait de nouveau la seule modalité de rencontre, possible avec nos sociétaires. Malheureusement, pour quelques semaines encore, voire quelques mois, il va nous être difficile, d'organiser des rencontres physiques, mais qu'à cela ne tienne, on garde sous le coude, notre programme de rencontres coopératives pour la fin de l'année, pour, déployer tout ça, début 2021 et en attendant, on est ravis de pouvoir vous retrouver au moins virtuellement dans le cadre de ces webinaires ou, sur le Village Enercop, la nouvelle plateforme, des sociétaires, qui est disponible depuis quelques semaines déjà. Je vois qu'on est déjà une centaine de connectés d'un petit peu partout, en France, c'est super. Je vais commencer par me présenter. Je suis Lisa Desrues, je suis salariée de la coopérative Enercop Pays de la Loire et mon rôle ce midi, ça va être de faciliter ce webinaire. Pour information, ce webinaire est enregistré, sauf, problème technique majeur, mais, normalement ça devrait fonctionner et on s'engage à ce qu'il dure 1 heure, donc, à vous libérer à 14h pour que vous puissiez, vaquer à vos occupations. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Si vous êtes connectés, c'est que vous êtes, comme moi et comme, tous les collègues qui sont présents aujourd'hui, pour présenter ce webinaire, sociétaires d'une coopérative Enercop. C'est un engagement fort. On a tous fait le choix, à un moment, de prendre au moins une part sociale dans une coopérative et pour autant, même si ce choix, il nous tient à cœur, parfois on ne se sent pas forcément outillé, pour expliquer à notre entourage, ce qui fait qu'Enercop, est un fournisseur d'électricité, pas tout à fait comme les autres. Donc pour remédier à ça, on a invité, Hilary qui est responsable de projet transverse, pour Enercop et Éric qui est membre du conseil d'administration d'Enercop Pays de la Loire, pour qu'ils viennent nous expliquer le b.a-ba d'Enercop. À l'issue de cette session, normalement, vous bafouillerez plus trop quand, il y aura une discussion, avec les collègues qui se lancera sur le choix des fournisseurs d'électricité à la machine à café. C'est le but en tout cas. Voilà, je vais leur laisser, la parole pour une bonne vingtaine de minutes et puis ensuite ils répondront à vos questions. Je vous invite, vraiment à poser vos questions en utilisant le petit module, Q et R comme question-réponse ou Q&A si votre Zoom est en anglais. C'est important pour nous, ça nous facilite la tâche pour les trier. Vous voyez connecter également Julien, Flora et Lucie qui, ne prendront pas forcément la parole mais sont là, pour traiter, vos questions. Écoutez, non, une dernière chose que je voulais vous dire, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur des questions qui sont ré générales sur Enercop. Il y a un certain nombre d'autres webinaires qui sont, dédiés à des questions plus techniques. Donc, aujourd'hui, on sera vraiment, sur, le projet en général. Voilà. Pour commencer, je vais m'adresser à toi, Hilary. Est-ce que tu as bien pu mettre ta petite vidéo? Je ne vous vois pas tous. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire comment est né le projet Enercop? Est-ce que c'est Nicolas Hulot qui a eu une illumination, alors qu'il, survolait la centrale de Fessenheim, avec son deltaplane ou, est-ce que ça s'est passé un petit peu différemment? Dis-nous tout. Mmh. C'est presque ça, Lisa, mais en fait, pour, comprendre vraiment la genèse, du projet Enercop, il faut revenir au moment de l'ouverture du marché de l'électricité en France. Donc je veux bien qu'on passe au slide, d'après, s'il vous plaît. Donc avant 2007, il y avait un seul, acteur, sur le marché de l'électricité, donc un seul acteur, public, donc c'était EDF, comme vous voyez sur la diapo qui s'affiche. Donc, il s'occupait de toutes les activités sur le marché de l'électricité. Et suite à une directive européenne, la France a ouvert son marché de l'électricité à la concurrence. Donc aujourd'hui, c'est un marché privé avec un ensemble d'acteurs qui agissent sur ce marché et les activités sont segmentées de manière un peu plus claire. Donc on a tout en amont la production d'électricité. Donc ça, c'est toutes les entreprises qui produisent de l'électricité à partir de différents moyens de production pour l'injecter dans le réseau électrique.
Ensuite, on a le transport et la distribution d'électricité. Donc ça reste un marché fermé avec 2 acteurs aujourd'hui. Donc RTE qui s'occupe du transport de l'électricité, donc sur des lignes à haute tension pour transporter l'électricité de là où elle est produite à des régions un peu plus lointaines. Et ensuite, Enedis pour la distribution de l'électricité, donc c'est-à-dire sur des lignes à basse tension pour arriver justement aux clients comme vous et moi. Et enfin, donc la fourniture de l'électricité. Donc, ça, c'est les acteurs qui font vraiment le lien entre tout cet amont de la chaîne du marché de l'électricité avec les clients finaux, donc qui facturent les clients pour pouvoir payer la production d'électricité, acheter l'électricité produite et rémunérer RTE et Enedis pour le transport et la distribution d'électricité. Donc, cette libéralisation du marché et segmentation de l'activité, on peut être d'accord ou pas d'accord avec, mais en tout cas, c'est le contexte du marché de l'électricité aujourd'hui et c'était donc le contexte qui s'est présenté en 2007 et un ensemble d'acteurs. Donc, je veux bien qu'on passe au slide suivant qui sont dit, justement, ce changement de contexte, ce changement sur le marché de l'électricité, est-ce qu'on ne peut pas le voir comme une opportunité justement de faire différemment d'auparavant, de faire autrement, de casser un peu les schémas du marché de l'électricité tels qu'ils étaient jusque-là, et surtout pour faire face à une double problématique, une problématique à la fois environnementale mais aussi sociale. Donc, d'un côté, dans les problématiques environnementales, évidemment, le constat du réchauffement climatique, mais aussi la pollution et les risques liés aux énergies fossiles et fissiles auxquels donc, le système électrique contribue. Et de l'autre côté, une problématique plus d'ordre social avec un manque d'implication citoyenne sur les sujets de société de manière générale et donc y compris sur les sujets liés à l'énergie et justement des revendications qui commencent à prendre de l'ampleur à ce moment-là pour justement pouvoir avoir plus de voix sur ces sujets qui nous impactent toutes et tous. Donc, c'est ce groupe d'acteurs qui viennent de horizons un peu divers, donc de la protection de l'environnement avec Greenpeace et les Amis de la Terre, mais aussi des énergies renouvelables avec ESPUL et le Clair, et l'économie sociale et solidaire avec la NEF et Biocop, qui du coup amènent chacun leur vision, leur point de vue et aussi leurs expertises pour créer le projet Enercop en 2005. Je veux bien qu'on passe au slide d'après. Et donc, justement, ensemble, créer Enercop avec une vision qui est partagée entre ces structures qu'elles souhaitent du coup mettre en place à travers Enercop. C'est vraiment cette vision de permettre à tout le monde en France d'avoir accès à une énergie renouvelable à un prix abordable. Et donc, comment faire ça? Concrètement, c'est passé par la création de coopératives qui agissent pour cette transition énergétique en faisant plusieurs métiers différents. Donc, la fourniture d'électricité, donc ça, c'est justement proposer des offres d'électricité aux particuliers et aux professionnels. Aussi agir sur la production d'électricité et enfin les services énergétiques, donc pour réduire la consommation d'électricité ou pour avoir d'autres services pour les acteurs de la transition et de faire tout ça selon un modèle qui est décentralisé. Donc, au slide d'après, on voit justement cette particularité du projet Enercop. Donc, j'ai parlé de l'année 2005 où on a créé Enercop, la première coopérative. Et au moment de la création de cette première coopérative, il y avait déjà l'intention posée de essaimer ce modèle. Donc, c'est-à-dire de créer d'autres coopératives sur ce même modèle, mais à des échelles territoriales plus restreintes, dans l'intention justement d'agir pour la transition énergétique sur les territoires au niveau local, en lien avec chaque acteur, les spécificités et les besoins et les acteurs de chaque territoire. Et donc, depuis 2009, il y a eu la création de la première coopérative locale membre du réseau Enercop, et ça s'est poursuivi jusqu'en 2018, la dernière coopérative créée. Donc, aujourd'hui, il y a une coopérative nationale Enercop et 10 coopératives locales. Et on parlera un peu plus loin dans le webinaire de cette organisation en réseau et les rôles des différentes structures. Du coup, je veux bien qu'on passe au slide d'après.
Et donc, après avoir justement être revenu sur la genèse de ce projet, c'est aussi bien de prendre un petit instant pour voir tout ce chemin parcouru depuis 15 ans à la création de la première coopérative. Donc, Enercop, c'est quoi aujourd'hui? C'est 95 000 clients, presque 85 000 particuliers, plus de 10 000 professionnels et 100 collectivités. C'est 52 000 sociétaires, donc ça c'est à l'échelle du réseau, c'est toutes les coopératives ensemble, 227 salariés et 322 producteurs d'électricité, évidemment 100% renouvelables. Donc, ces producteurs, c'est en nombre principalement des producteurs photovoltaïques et hydrauliques, avec un peu aussi d'éolien. Et en termes de volume d'électricité produite, c'est aujourd'hui principalement de l'électricité hydraulique, mais avec une part notamment de l'éolien qui prend de l'ampleur pour passer en 2020, ça va être à peu près la moitié de la production. Donc, c'est une place qui devient de plus en plus important. Donc ça, ces chiffres clés permettent justement de voir un peu là où ce projet est arrivé à partir de ce moment d'ouverture du marché de l'électricité et tout ce chemin parcouru. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette première partie. Je vais maintenant laisser la parole à Eric. Est-ce que tu peux nous dire, Eric, du coup, si ce qui arrive dans notre prise, c'est uniquement de l'électricité renouvelable? Bonjour à tous, pardon, avec les plusieurs écrans, c'est pas facile de jongler de partout et de retrouver le micro. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui arrive exactement dans nos prises en France? Eh bien, c'est là qu'on va voir que c'est un peu plus compliqué. On rentre un peu dans la technique sans aller trop loin. Donc, vous voyez qu'en France, il y a un seul réseau. Vous voyez ici, là, il y a Enedis, RTE, il y a un seul réseau électrique national. Et tous les producteurs vont verser leur électricité dans ce réseau. Donc, qu'on soit du côté du renouvelable ou du côté de l'énergie fossile nucléaire qui reste encore prédominant, notamment nucléaire en France, tout va dans le même réseau. Et une fois que tout est dans le même réseau, il n'y a pas d'étiquette sur chaque électron, on ne peut pas les flécher. Et du coup, chez nous arrive l'électricité qui a été produite au plus près de chez nous. Donc pour l'instant, on ne sait pas faire trop le distinguo dans vraiment ce qui arrive physiquement dans la prise. Par contre, on sait tracer qui a acheté combien d'énergie et à qui on l'a, enfin combien nous, en tant que consommateurs, on a acheté l'énergie, et on sait combien Enercop en a acheté et à qui. Et c'est vraiment là la promesse d'Enercop et le but de la création d'Enercop, c'est de pouvoir savoir financièrement qui on soutient avec notre facture d'électricité. Est-ce qu'on soutient ce côté gris ou est-ce qu'on soutient ce côté renouvelable? Chez Enercop, il n'y a que du renouvelable qu'on soutient. Par contre, dans nos prises, comme on le voyait, on ne peut pas faire la différence. Du coup, quand on parle d'électricité verte en France, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, vient un peu du lobby, puisqu'on va vraiment distinguer plusieurs choses. Tout ce qu'on voit ici, c'est des offres dites vertes, mais il y en a qui sont plus ou moins vert clair ou un peu grise ou un peu noir. Voilà. Donc, on a d'un côté, on peut aller acheter de l'énergie sur le marché, et de l'autre côté, des garanties d'origine. Donc, les garanties d'origine, c'est en gros l'étiquette bio qui va avec l'électron. Il y a la tomate d'un côté, l'étiquette de l'autre. Nous, il y a l'électron et l'étiquette de l'autre. Donc, ça, on peut aller en acheter n'importe où, acheter des étiquettes bio sur une bourse également, une bourse qui ne vaut pas grand-chose, donc ça ne permet pas vraiment de soutenir l'essor du renouvelable. Cette bourse, elle est vraiment trop faible. Le prix de la garantie d'origine, il est très faible. Donc voilà, on a ce double mécanisme. Et ensuite, on a des offres qui sont encore moins vertueuses, c'est-à-dire qu'on a le droit d'aller acheter de l'Arenh. Donc l'Arenh, c'est de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Donc en gros, c'est toute l'énergie produite par les parcs nucléaires qui sont déjà amortis depuis longtemps. Et donc EDF est obligé par l'Europe de vendre cette énergie à un tarif fixé pas très haut, à 42 € le mégawattheure. Donc un fournisseur lambda peut très bien acheter de l'Arenh et ensuite des garanties d'origine, on a vu sur une bourse à pas très cher, coller les deux ensemble et tout ça, ça vous fait une offre verte. Donc voilà, les offres vertes, c'est vraiment quelque chose qui est plus ou moins vert. Et du coup, chez Enercop, l'objectif, et c'était vraiment le but de la création d'Enercop, c'était de relier les deux et se dire, voilà, on achète en direct les kilowattheures à un producteur qu'on connaît et on lui achète aussi les garanties d'origine. Donc en fait, on lui achète le pack complet et on ne fait pas la distinction entre les deux. Et surtout, et c'est là que c'est le plus important,
la garantie d'origine et Enercop va payer ses fournisseurs un peu plus cher pour permettre l'essor de nouveaux parcs plutôt que d'aller acheter de l'énergie nucléaire d'un côté et acheter des garanties d'origine à un barrage un peu ancien à pas cher pour vous faire une offre verte, mais qui finalement, cette offre verte ne finance pas suffisamment la transition énergétique dont on a besoin. Donc, ces offres-là et ces garanties d'origine ne permettent pas vraiment de financer le surcoût des énergies renouvelables et du coup ne permettent pas à ces énergies renouvelables d'être concurrentielles face à des énergies fossiles historiques qui ont été, elles aussi, à leur heure, bien subventionnées. Donc, au niveau des concurrents, vous avez un peu la liste en dessous. Je ne vais pas tous les lister. Vous voyez qu'il y a des gens qui font la même chose que nous et il y a des gens qui font la même chose que nous, pour partie en tout cas, qui vont aller acheter une partie de l'énergie en contrat direct, une partie de l'énergie sur le marché et pourquoi pas une partie de l'énergie aussi à l'arène. Voilà, il y a un peu tout un mix, mais il faut bien aller décrypter chaque offre, savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est 100% contrat direct ou est-ce qu'il y a une partie seulement qui est en contrat direct? Du coup, pour bien comprendre ces offres vraiment vertes d'Enercop, on a une petite vidéo qui dure 1 minute 30 environ, qui est très, très complète avec des petits logos et vraiment des innovations pour bien comprendre. Donc ça, c'est un outil pour vous, pour déjà bien comprendre et pouvoir bien expliquer ce principe en repas de famille ou en visio de famille, puisqu'en ce moment, on est quand même plutôt rendu là. Mais c'est aussi une vidéo que vous pouvez partager largement et qui explique très bien le concept et qui permet de prendre conscience de ce double mécanisme entre l'Arenh, donc l'accès à l'énergie nucléaire historique qu'un fournisseur peut avoir, et la garantie de l'origine de l'autre. Ça, c'est vraiment un mécanisme qui est beaucoup utilisé en France, qui est un peu venu de chez nous et qui n'est pas très vertueux et qui brouille pas mal la lecture du marché. Du coup, Enercop, c'est un circuit court de l'énergie et on l'a vu, son objectif, c'est bien de payer le juste prix aux renouvelables pour que des producteurs locaux puissent émerger et puissent produire l'énergie renouvelable avec des moyens photovoltaïques et éoliens, sur de l'hydraulique aussi, parce qu'on a des petits barrages qui continuent à soit être remis à flot, soit être développés. Donc voilà, pour que ces petits producteurs puissent développer leur parc photovoltaïque, ils ont besoin d'un tarif qu'ils ne trouvent pas forcément facilement sur le marché. Donc Enercop va apporter ça, il va faire le lien entre des personnes comme nous prêtes à payer un peu plus cher pour avoir de l'énergie réellement verte et des producteurs d'énergie renouvelable. Donc c'est... Pardon, j'ai un petit bug à l'écran. Et donc, l'objectif d'Enercop et du coup, tout le modèle économique d'Enercop est impacté par ce choix qui est fort et militant, c'est de ne jamais se souscrire en fait à l'Arenh et donc ne jamais s'appuyer ou s'adosser sur de l'énergie d'origine nucléaire qui serait moins chère et qui permettrait d'avoir un modèle économique plus simple déjà et surtout moins risqué et moins cher. Donc, c'est vraiment ça, le surcoût en grande partie d'Enercop vient du fait qu'on n'utilise pas ces mécanismes de soutien et on va directement acheter l'énergie aux producteurs. Très bien, merci Eric. C'est bon pour toi? On a un tout petit temps de décalage, donc je ne veux pas Ouais, couper la parole. ouais, pardon, c'est bon pour moi. Il y a la slide qui bug un petit peu. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, on fait tous avec nos connexions Internet domestiques, donc on n'est pas forcément au niveau des connexions professionnelles. Alors, merci pour ce petit point sur ce qui a trait à l'approvisionnement d'Enercop. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer un petit peu la différence fondamentale que ça représente qu'Enercop soit un réseau de coopératives? Qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres fournisseurs? Alors, qu'est-ce que ça change? Je vais vous l'expliquer un peu depuis mon point de vue. Donc, moi, je suis administrateur d'Enercop Pays de Loire. Donc, administrateur, ça veut dire que je fais partie des personnes qui vont un peu prendre les grandes décisions et les orientations de la coopérative Pays de Loire. Et du coup, la coopérative Pays de Loire participe à la gouvernance de l'outil national. Et moi, je suis sociétaire en tant que cowatt, donc c'est une petite coopérative de production d'énergie photovoltaïque détenue par des citoyens. Donc moi, ça c'est ma position en fait dans la SIC. Donc une SIC, c'est le principe du multisociétariat, ça veut dire qu'on a dans la même entité, on va regrouper les consommateurs, les producteurs, les salariés qui font tourner tout ça,
Ensuite aussi des collectivités, des membres des structures de l'ESS. Et donc, toutes ces personnes qui sont d'un côté producteur, d'un côté consommateur, doivent se mettre d'accord sur le fonctionnement d'Enercop. Du coup, on internalise complètement les questions. Donc, moi, en tant que producteur cowatt, le prix de vente, etc., il faut que j'y réfléchisse pour que Enercop puisse m'acheter de l'énergie, faire son travail de fourniture de l'énergie, donc faire le lien entre les électrons que Cowatt vend à Enercop et ceux que vous achetez, vous, à Enercop, et que moi, du coup, à titre particulier, j'achète à Enercop. Donc, ce travail, quand on va fixer le prix d'achat, en tant que producteur, je suis obligé d'être conscient du coût final pour le producteur. Je ne peux pas juste râler sur le fournisseur. On doit tous se mettre autour de la table, consommateurs, le fournisseur et nous, les producteurs, pour décider des prix. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un modèle économique qui est viable et qu'on a pris la décision, et ça c'est historique, que là, on a pris la décision. Le renouvelable impose que ce soit un peu plus cher, donc on a été obligé de faire des tarifs un peu plus chers que le marché, mais ce qui permet de réellement rémunérer les producteurs. Et donc, c'est bien les consommateurs et les producteurs qui sont mis d'accord pour faire ça. Et c'est là vraiment tout l'intérêt du multisociétariat dans une SIC. Et on le retrouve à tout niveau, dans des biocoop, dans des supermarchés coopératifs, etc. On met ensemble tous les acteurs autour de la table et ils se mettent d'accord pour que ce soit juste viable pour tout le monde. Pas plus l'un que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va juste absorber des dividendes. Il n'y a pas de dividendes d'ailleurs dans la SIC. Enfin, on pourrait en distribuer, mais il y a d'abord une grosse partie de mise en réserve obligatoire. Vous l'avez là tout en bas sur le modèle des SIC. Si on fait des bénéfices, il y a une grosse partie de mise en réserve pour qu'on puisse solidifier le modèle économique de la coopérative. Et il n'y a pas c'est un principe d'extraction de dividendes comme on pourrait avoir dans d'autres sociétés. Et ensuite, un des grands principes, c'est la transparence et la démocratie. Donc là, on peut parler librement des choses et on essaye de l'animer au plus possible. C'est aussi quelque chose qui prend du temps. Et là, les salariés qui sont là aujourd'hui ont pris du temps pour créer ce webinaire, pour nous interroger, etc. Donc, c'est vraiment ça aussi. On fait vivre et on prend du temps pour faire vivre le sociétariat de la coopérative. Et en AG, on a tous une personne, une voix, peu importe le nombre de parts qu'on détient, on a le même nombre de voix chacun. Ensuite, il y a des collèges, donc on a mis les producteurs ensemble, les salariés ensemble, etc., pour bien montrer la diversité et que chacun des collèges puisse se mettre d'accord aussi entre eux pour aller porter des choses. Mais en tous les cas, en AG, on se retrouve avec une personne, une voix, donc on a tous les mêmes pouvoirs sur notre SIC, et vous êtes tous investis, si vous le voulez, à vous investir à ce niveau-là. Donc, être une coopérative, ça change tout. Ça change vraiment le lien qu'on a entre consommateur, le fournisseur, donc la coopérative Enercop, et le consommateur. Et on est engagé dans un réseau européen. Donc, on n'est pas les seuls à vouloir changer la face du monde de la fourniture d'énergie et la face de la production d'électricité en France et en Europe. Vous voyez, il y a plein d'autres coopératives. Donc, il y a un réseau européen qui s'appelle RESCOP, qui regroupe toutes les coopératives en Europe, donc soit de fourniture, mais aussi de production. Donc, il y a plein de coopératives de production d'énergie, que ce soit en éolien, en hydraulique ou en photovoltaïque comme Cowatt. Et ce réseau nous permet déjà de fonctionner ensemble, d'aller porter des messages au niveau de l'Europe. Par exemple, le message sur les garanties d'origine et ce fonctionnement-là, c'est quelque chose contre lequel on milite aussi pour qu'il y ait plus de transparence sur le marché et que les consommateurs, enfin tous les consommateurs, soient bien plus au courant de comment fonctionnent ces mécanismes. Très bien, merci Eric. Je vais repasser la parole à Hilary. Hilary, du coup, si moi j'ai une question sur ma facture, qui est-ce que je dois appeler? Comment est-ce que vous vous organisez là entre vous? Je vois qu'il y a beaucoup de coopératives. Explique-nous un petit peu tout ça. Oui, donc comme je disais plus tôt, donc ce choix d'un modèle décentralisé est vraiment structurant pour le modèle Enercop, mais il y a bien des activités qui sont différentes entre les coopératives locales et la coopérative nationale historique. Donc justement, le sens derrière ce choix d'avoir des coopératives locales, c'était pour pouvoir agir en lien avec les acteurs des différents
territoire. Et donc, ce que les coopératives locales aujourd'hui portent, c'est surtout les activités qui sont faites directement en lien avec ces acteurs, avec ce territoire, et donc pas à un niveau national. Donc, par exemple, la commercialisation de l'offre, donc justement notre offre de fourniture d'électricité, être en lien avec les clients potentiels de leur territoire. Ensuite, des services énergétiques, que ce soit pour les économies d'énergie ou pour d'autres types de services. Justement, les coopératives locales portent ça sur leur territoire respectif. La recherche de nouveaux producteurs donc producteurs d'électricité renouvelable pour vendre leur énergie à Enercop. La vie coopérative, donc c'est-à-dire faire le lien avec les sociétaires, animer ce sociétariat, organiser les assemblées générales. Soutenir le développement de nouveaux projets de production sur les territoires, justement pour qu'il y ait plus de production d'énergie depuis des sources renouvelables. Et enfin, chaque coopérative locale peut développer des offres spécifiques à elle en fonction du contexte local, du besoin, des partenaires, des opportunités sur les territoires, et justement s'adapter aux besoins du territoire pour la transition énergétique. Et ensuite, on a du coup la coopérative nationale qui du coup est aujourd'hui le fournisseur d'électricité pour le réseau, donc détient l'agrément l'agrément pour la fourniture d'électricité. Et donc je veux bien qu'on passe au slide suivant. Et du coup qui porte du coup toutes les activités de la fourniture d'électricité qui sont faites au niveau national, donc qui ne sont pas faites de manière spécifique avec un territoire dédié. Donc le système d'information, la facturation, le service client, ou justement le suivi et l'équilibrage de la production et de la consommation. Donc tout ce qui est produit, enfin tout ce qui est consommé par nos clients est bien couvert par de la production de nos producteurs. Donc tout ça est fait au niveau national pour l'ensemble des coopératives, l'ensemble des territoires, l'ensemble des clients. Et Enercop National joue aussi un rôle de tête de réseau pour justement avoir un regard global sur les activités du réseau et piloter tout ça, coordonner ça, animer les différentes activités du réseau pour que tout ça avance ensemble. Et enfin, un dernier point, aujourd'hui, on a donc 10 coopératives locales qui ont été créées depuis le début du projet Enercop, mais il reste des territoires où il n'y a pas encore de coopératives locales, donc Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire et Île-de-France. Et donc aujourd'hui, c'est Enercop National qui joue le rôle d'une coopérative locale sur ces territoires où il n'y a pas encore de coopérative locale. Donc, pour répondre à ta question, Lisa, sur la facture, le service client étant bien un service au niveau national, c'est à Enercop National qu'il faudra s'adresser. T'as pas ton micro, Lisa. Excusez-moi, erreur de débutante. Je vous remercie Hilary et Eric pour vos présentations. On va passer maintenant à un temps de questions. Je t'invite à mettre ta caméra, Eric, qu'on nous voit tous les trois. Alors, je vais commencer peut-être par éclaircir un point. On a eu plusieurs sollicitations concernant la différence entre être sociétaire et être client. Il s'agit en effet de deux choses différentes. Être client, ça veut dire avoir choisi Enercop comme fournisseur d'électricité. On peut tout à fait être client sans être sociétaire, c'est-à-dire avoir pris au moins une part sociale dans le capital d'une des 11 coopératives du réseau Enercop. Donc l'un et l'autre sont décorrélés. On peut être client sans être sociétaire sans être client, ou être les deux à la fois. L'immense majorité des sociétaires sont également clients de l'offre d'électricité. Voilà, j'espère que j'ai pu éclaircir ce point. On va commencer par une question qui est revenue également à plusieurs reprises, que je vais peut-être te poser à toi, Eric. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Enercop n'est pas en mesure de proposer une offre de gaz renouvelable? Alors, grande question. Donc, Enercop est bien sur un modèle de transition énergétique au sens large. Par contre, il faut commencer par quelque part et faire sa part petit à petit. Donc, on a commencé par l'électricité. Il y a une réflexion importante sur la fourniture de gaz, mais c'est un marché qui est quand même lui aussi très réglementé. Il faut des volumes pour pouvoir y aller.
Aujourd'hui, c'est pas, enfin, c'est vraiment une réflexion qui est menée. Donc, il y a des gens chez nous en interne qui travaillent sur cette question, qui creusent la question pour voir d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue volume, d'un point de vue fonctionnement, comment on pourrait faire. Mais ça demande des investissements importants. Et donc, pour l'instant, les investissements importants qu'on fait avec le fait que vous soyez sociétaire, hein, donc avec à chaque fois qu'on prend au départ, ça donne du capital à Enercop pour faire des nouvelles choses. Ce capital, pour l'instant, on a choisi de l'investir principalement sur bien stabiliser l'offre de fourniture d'électricité. Il y a des travaux en parallèle sur le gaz, mais ils ne sont pas encore aboutis. Et on espère que d'ici quelques années, on puisse proposer la fourniture de gaz et d'électricité sur une seule et même facture pour enfin simplifier la vie de tous nos sociétaires qui ont aussi besoin de gaz chez eux. Très bien, merci pour cette réponse. On nous interpelle aussi pour savoir ce que fait Enercop pour accompagner ses clients dans la réduction de leur consommation, ce qu'on appelle la maîtrise de l'énergie. Est-ce que Hilary, tu peux nous donner des éléments de réponse là-dessus, s'il te plaît? Oui, donc évidemment, la réduction de la consommation d'électricité est un des piliers du projet Enercop, dans le sens où c'est pas uniquement produire une électricité qui est plus propre, mais aussi réduire le volume d'électricité qui est consommé, ce qui est nécessaire pour cette transition énergétique. Donc, qu'est-ce que fait Enercop aujourd'hui? Donc, on essaie d'agir sur plusieurs plans. Donc, premièrement, il y a un wiki des économies d'énergie qui a été mis en place sur notre site internet, donc qui est accessible à toutes et à tous, qui répertorie du coup différents gestes qu'on peut faire ou qui accompagnent justement sur diverses questions sur comment réduire sa consommation. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur ce wiki, et on peut aussi interagir, enfin vous pouvez interagir entre vous et avec aussi des salariés d'Enercop sur ce wiki pour justement l'enrichir à partir des expériences de chacune. On fait aussi des formations pour réduire la consommation d'électricité qu'on appelle Dr Watt, qui sont faites aussi également à distance, donc fait par soit Enercop National, soit des coopératives locales. Donc, vous pouvez voir la prochaine formation. Et on a récemment, du coup, fait évoluer notre espace client pour les clients qui ont des compteurs communicants, où on peut avoir des données plus fines sur leur consommation d'électricité pour vous permettre de suivre, justement, parce que c'est à partir d'une meilleure compréhension de notre consommation d'électricité qu'on peut agir dessus, et que du coup, justement, à partir de cet espace client un peu amélioré, vous pouvez du coup mieux comprendre votre consommation d'électricité et agir dessus. Très bien, merci Hilary. Tu vas peut-être pouvoir nous dire aussi ce qui aujourd'hui fait qu'il n'y a pas encore d'Enercop local sur les territoires qui ont été listés et qui apparaissent toujours à l'écran. C'est une question qu'on nous a posée. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour initier la naissance d'une nouvelle coopérative locale? Oui, donc aujourd'hui, il reste des territoires qui sont pas couverts. Chaque nouvelle coopérative qui se crée et qui intègre le réseau Enercop est donc bien accompagnée. C'est un processus assez long pour bien se mettre en lien avec les différents acteurs du territoire, monter une équipe au niveau local, que ce soit de bénévoles et puis ensuite de salariés, pour porter ce projet. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus dans la durée. Et aujourd'hui, du coup, il reste des territoires qui ne sont pas encore couverts parce qu'on n'est pas encore arrivé jusque-là. Aujourd'hui, le réseau Enercop est en profonde transformation, avec à la fois une croissance importante des clients ces dernières années, et aussi des questionnements sur notre organisation interne en réseau. Et donc, c'est pas maintenant. Enfin, ce n'était pas ces dernières années que la création d'une nouvelle coopérative a été priorisée dans les travaux du réseau. Mais c'est bien un point qui est important pour le réseau, d'être au plus près des clients et des sociétaires sur ces territoires. Et donc, il y a des groupes locaux, par exemple, qui sont créés sur ces différents territoires pour justement garder le lien, animer la vie coopérative au niveau local, en attendant que du coup cette vie coopérative puisse prendre une dimension plus large et éventuellement préfigurer une future coopérative locale.
Ok, merci Hilary. On a eu plusieurs questions sur la construction du prix chez Enercop. Est-ce que, Eric, tu peux nous rappeler pourquoi Enercop est en moyenne un petit peu plus cher que les autres fournisseurs d'électricité? Ça rejoint aussi la question comment expliquer la spécificité de la structure d'Enercop par rapport à ILEC ou Planète Oui, par exemple. Voilà, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le prix chez Enercop? Alors, du coup, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça et chacun vient alimenter un petit peu à différents niveaux en fait, les différents surcoûts qu'on porte dans la coopérative. Donc déjà, il y en a un assez massif, c'est le fait qu'on ne va pas s'alimenter à l'AREN, donc l'accès régulier historique à l'énergie nucléaire. Je ne sais plus le H où il est, mais c'est à peu près dans cet ordre-là. Donc ça, c'est un surcoût non négligeable puisqu'on doit s'assurer d'avoir de l'électricité à toute heure à vous fournir. Et donc, des fois, on est obligé d'en acheter sur le marché et de revendre à d'autres moments. Certains le font qu'avec la reine, ça leur coûte beaucoup moins cher. Donc ça, c'est un surcoût non négligeable. Mais c'est aussi notre promesse de ne pas utiliser, de ne jamais recourir à l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, si on dit qu'il faut fermer les centrales, notre réseau Enercop, il a toujours l'énergie, le reste va beaucoup. S'il y a vraiment s'il y a des chocs un petit peu géopolitiques, nos centrales elles pourraient être aussi un peu embêtées. Voilà, donc la promesse du réseau Enercop, c'est ça, c'est de sortir de cette énergie nucléaire. Ensuite, on a déployé plein de personnes sur les territoires. Donc, dans toutes ces Enercop locales, vous avez des gens qui travaillent au plus près de chez vous, qui vont essayer aussi de mobiliser de la maîtrise de l'énergie, de faire des choses qui vont au-delà de la simple fourniture d'électricité. Donc, tout ça, ça crée un peu de surcoût. On a aussi un principe dans une coopérative, c'est de payer correctement les gens, ce qui n'est pas forcément le cas chez tous les fournisseurs. Il n'y a pas de call center, je ne sais pas dans quel pays, etc. On paye vraiment les personnes, elles ont le même salaire que vous et moi à la fin du mois, donc elles ont des salaires corrects. Donc ça c'est vrai, c'est un coût humain, mais qui nous semblait indispensable à porter. Et ensuite, on va aussi développer des nouveaux projets de production. Et ces projets de production, aujourd'hui, coûtent un peu plus cher que le prix moyen du nucléaire et que le prix moyen des grands barrages qui sont là depuis très longtemps dont les coûts sont amortis. Donc, un nouveau parc photovoltaïque ou un nouveau parc éolien, ça coûte un peu plus cher cette énergie que de l'énergie historique. Donc, au final, on a un petit surcoût aussi là-dessus. Voilà, c'est la somme de tout ça qui fait qu'il y a un léger surcoût chez Enercop. Mais pour moi, c'est exactement comme je préfère acheter des tomates bio à un producteur local un peu plus cher que des tomates bio produites sous serre en Espagne, dans des conditions un peu pourries, avec des gens qui ne sont pas très bien traités. Donc voilà, c'est vraiment ça la grande différence chez Enercop, c'est ça qu'on vend. C'est ça que moi, c'est ce qui m'a fait rejoindre Enercop en tant que sociétaire, en tant que client et aussi en tant qu'administrateur. C'est vraiment de participer à ce combat et à ce nouvelle façon de faire et qui pourrait du coup mettre un peu moins de gens dans la panade, notamment dans des situations qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Merci Eric, je profite de t'avoir sous la main. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre Enercop et énergie partagée, la façon dont ces deux acteurs interviennent sur le domaine de la production d'énergie renouvelable et quels sont les liens entre ces deux? Je précise qu'à titre professionnel, tu travailles pour énergie partagée. Donc voilà, c'est pour situer un petit peu ta réponse. Ouais, donc c'est deux réseaux qui sont très proches. Enercop est aussi, avec d'autres acteurs de l'ESS, le fondateur de Énergie Partagée. Donc, Énergie Partagée, il y a deux branches. Donc, c'est à la fois un fonds d'investissement national qui va venir aider des projets citoyens locaux à trouver leurs capitaux. Et c'est aussi une association qui accompagne tous les projets citoyens en France à travers des réseaux régionaux pour apprendre en fait quand on a un groupe de citoyens qui commence à se constituer, on va accompagner ces groupes de citoyens à savoir mobiliser des gens, à savoir fonctionner en groupe, à savoir écrire un modèle économique, trouver les bons partenaires techniques, écrire un bail, etc., etc. Donc ça, c'est le réseau Enercop, c'est le réseau énergie partagée, pardon. Son objectif, c'est de voir plein de groupes de citoyens se prendre en main sur leur territoire pour aller implanter des nouveaux parcs de production d'énergie renouvelable et, si possible, pourquoi pas, revendre toute cette énergie à Enercop qui, après, nous permet de la racheter. Donc, par exemple, Cowatt vend son énergie à Enercop et moi, je rachète de l'énergie à Enercop. Donc, au final, j'achète bien l'énergie à laquelle j'ai participé à créer avec Cowatt. Et ça, c'est le circuit court de l'énergie qu'on peut créer.
Et par contre, voilà, on ne va pas attendre ça de grosses sociétés. C'est bien à nous de nous prendre en main sur le territoire, de monter des collectifs pour faire connaître ça à nos voisins et trouver les financements pour le faire. Ok, merci beaucoup. Je vais me permettre de répondre moi à plusieurs questions qui avaient trait au fonctionnement des garanties d'origine. Alors effectivement, l'idée, c'était pas de concentrer ce webinaire sur cette question-là, mais c'est une question qui mérite d'être creusée. Donc je vous invite vraiment à aller visionner la petite vidéo dont a parlé Eric et dont vous trouverez le lien assez facilement sur le village Enercop notamment. Ça explique de manière très simple et avec des visuels comment fonctionnent les garanties d'origine et plus généralement l'AREN. Très bien. Alors, excusez-moi, il faut que je passe un petit peu de temps à passer en revue les questions qu'on me transmet de votre part. Alors, on a une question. On a une question sur l'investissement des bénéfices. Celle-ci, on ne va pas être en mesure d'y répondre là, parce qu'en fait, chaque coopérative est souveraine sur la façon dont elle va utiliser ses ressources. Donc, ça n'aurait pas beaucoup de sens de vous donner un exemple aujourd'hui. En revanche, dans la mesure où vous êtes tous sociétaires, vous avez reçu l'année dernière, récemment, là, au printemps, le rapport d'activité de votre coopérative ou de vos coopératives de rattachement. Donc, vous trouverez là de manière assez détaillée comment sont utilisés les bénéfices. Alors, je continue. Excusez-moi. Juste un tout petit Vas-y. mot sur les bénéfices. Pour l'instant, on en redistribue. Enfin, il n'y a pas eu de redistribution dans aucune des Enercop locales aux sociétaires. À chaque fois, les bénéfices qui sont faits sont intégralement réutilisés. Voir comme on est dans une phase vraiment d'investissement et de développement de l'offre, il y a plusieurs Enercop qui ne font pas de bénéfices chaque année parce qu'elles ont beaucoup investi dans l'année. Et donc, les bénéfices, elles les ont déjà utilisés, voire utilisés plus que la marge générée pour aller investir. Et ça, c'est grâce au capital qu'on met au départ dans la coopérative. Sans ce capital, les coopératives, que ce soit locales ou nationales, elles ne peuvent pas investir et développer des nouvelles choses. Donc, développer un nouveau système d'information. Quand il y a des évolutions réglementaires, il faut courir après ça. Donc, il faut qu'il y ait une équipe de développeurs qui puisse faire en sorte que votre facture elle affiche les bonnes lignes avec les bonnes choses, que vous puissiez payer en ligne. Et voilà. Donc, il y a plein d'évolutions comme ça, que ce soit sur le service informatique, mais sur tous les sujets pour lesquels les coopératives ont besoin de financement pour aller payer les salariés, pré-payer les salariés avant même qu'on ait les retombées. C'est vraiment à ça que sert le capital pour développer des nouvelles choses. Donc, c'est hyper important de bien diffuser ça. Et donc, être client, c'est hyper intéressant parce que déjà, vous participez mais être sociétaire, c'est encore plus intéressant parce que vous donnez les moyens à vos coopératives d'aller investir et de poursuivre la transition énergétique et d'aller un peu plus loin. Très bien, Eric. Merci beaucoup. Une question qu'on nous pose très souvent, je vous laisserai choisir qui a envie d'y répondre. Dans le cas de figure où Enercop se développerait très rapidement, encore plus rapidement qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait se trouver face à trop peu de producteurs pour couvrir la demande? Lequel d'entre vous souhaite répondre? Eric, c'est à toi, je crois. Donc là, la question, excusez-moi, j'étais en train de lire une autre question en parallèle, donc j'ai mal écouté la question. Je t'en prie. Si jamais Enercop se développait encore plus rapidement, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec plus assez de producteurs pour couvrir la demande? Alors pour l'instant, on est plutôt dans l'inverse. L'année dernière, on avait plus de production possible que ce qu'on a pu vendre à nos clients. Donc oui, il y aura toujours ce risque-là, mais c'est aussi un risque de développement. En fait, on ne sait pas combien de nouveaux clients vont nous rejoindre dans l'année. On ne sait pas non plus exactement combien de nouveaux producteurs vont nous rejoindre dans l'année. Donc soit on se dit, on a des producteurs et on met tout le monde un peu en stand-by à la porte en disant, écoutez, on n'a pas encore de nouveaux producteurs, vous ne pouvez pas nous rejoindre. Soit on se dit, on laisse rentrer les clients et les personnes qui veulent vraiment participer à la transition énergétique. Du coup, on sait qu'on a ça à couvrir. Et peut-être qu'une année, il y aura un petit loupé, on sera à 96% seulement de l'énergie. Et du coup, l'année d'après, on fera des gros efforts pour trouver des producteurs en plus. En même temps, si on a trop de producteurs et pas assez de ventes, c'est très dangereux pour le modèle économique de la coopérative. Et donc, pour nous, en tant que sociétaire, l'argent qu'on a mis dans Enercop, mais aussi nous, en tant que clients, parce que si on faisait ça trop souvent, l'énergie, il y aurait un surcoût important de cette énergie. Donc, il faut réussir à équilibrer les deux. Notre objectif, c'est bien de viser le 100% contrat direct. Mais s'il y avait une forte croissance une année, peut-être qu'une année, on serait un petit peu moins et que l'année d'après, on ferait vraiment des gros efforts pour rattraper. Voilà, c'est aussi une aventure humaine. Donc, on ne peut pas avoir tout pile poil tout le temps
en live, mais bien l'objectif, à chaque fois, on rattrapera les productions qu'on a du côté, enfin les consommations, on les rattrapera avec des producteurs ENR le plus rapidement possible. Merci. Ouais, je précise donc que cet équilibrage, il se fait à l'année et que en 2019, on a produit un petit peu plus que ce que nos clients ont consommé. Donc, en théorie, on a même verdi un petit peu le réseau. Si Alors, je on peux va essayer de... ajouter, Lisa, quelque Vas-y. chose, je pense que c'est là aussi là où la question de la production devient très importante pour le modèle Enercop, parce qu'en effet, si demain tous les clients en France voulaient passer chez Enercop, il n'y a pas suffisamment de production d'électricité renouvelable en France pour couvrir la consommation de tous les clients. Évidemment, ça c'est un cas très très théorique et qui ne va pas a priori se produire demain. Mais c'est là où justement le modèle Enercop, c'est au-delà de simplement fournir les clients à partir de la production renouvelable qui existe déjà en France. Il y a aussi cette volonté d'agir d'accompagner des projets et d'avoir plus de production pour qu'on n'arrive pas à un moment où il n'y ait plus suffisamment de production renouvelable pour couvrir les attentes des clients. Donc, je pense que c'est là aussi où le projet Enercop, il se pense au niveau global et pas uniquement sur le volet fourniture. Merci Larry. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous en dire un petit peu plus sur la dynamique commerciale d'Enercop? Est-ce qu'on est dans une période de forte croissance, d'accélération? Enfin, quel est le soutien au projet en termes commerciaux? Oui, donc le projet Enercop a connu une croissance très importante du nombre de clients, notamment depuis les 5 dernières années. Donc, il y a eu, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on a vraiment connu une dynamique commerciale très importante ces dernières années. Évidemment, l'année 2020 est un peu une année à part avec la situation sanitaire. Donc, je ne sais pas quelle conclusion on peut tirer de cette année 2020 ou si pour l'instant on le met un peu de côté. Mais en tout cas, on connaît une dynamique assez importante depuis les 5 dernières années. Surtout, il y a eu un moment assez fort avec la COP21 à Paris, qui a vraiment été un peu un moment de prise de conscience pour la population, qui a contribué à cette prise de conscience en tout cas. Et du coup, il y a eu un peu une inflexion de nos entrées clients à ce moment-là, et du coup qui s'est poursuivi depuis ce moment-là à un rythme assez soutenu. Après, pour 2020, c'est un peu trop tôt pour dire. Pour tirer des conclusions. Merci Larry. Eric, on a vu que ce qu'on appelle le mix énergétique, il était assez déséquilibré encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a pour l'instant très peu de biomasse et encore relativement peu de solaire dans ce mix? Peut-être revenir d'ailleurs sur, puisque tu as la main sur le diaporama, sur la diapo qui remontre ça, pour étayer ton propos. Alors, je vous retrouve la diapo en live si mes petits outils veulent bien réagir comme il faut. Hop, ça c'est pas ça. Donc pourquoi voilà, c'est encore moins bien. Je ne sais pas ce que vous voyez désormais à l'écran, mais j'ai l'impression que vous ne voyez plus grand-chose. On ne voit plus rien. Bah, écoute, c'est pas grave, on va juste écouter ta voix. Voilà, je crois que ça marche. C'est bon. Pardon. Du coup, pourquoi on a un petit peu moins aujourd'hui? Donc, on a une prépondérance historique de l'hydraulique, puisque quand on a lancé Enercop, c'était l'énergie qui était la plus présente et la plus facile à aller chercher. Du coup, on avait des producteurs qui ont bien voulu nous vendre cette énergie, donc on allait voir eux en priorité. Ça existait, c'était stable, ça marchait bien, donc on allait les voir. Ensuite, on a favorisé le développement et on pousse toujours le développement d'autres énergies, donc que ce soit à travers le réseau Enercop, énergie partagée, tout ce petit monde-là pousse le développement de la biomasse, de l'éolien, du photovoltaïque. Par contre, c'est des énergies qui sont beaucoup moins matures et qui, pour l'instant, en très grande partie, sont soutenues par des tarifs d'achat de l'État.
Donc, le fait qu'aujourd'hui, un projet photovoltaïque en toiture de 100 kW puisse vendre son énergie à 100 € le mégawattheure, c'est bien parce que l'État a décidé de le soutenir. Mais sinon, sur le marché, ça ferait pour nous des factures à 25 ou 30 € le kilowattheure. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce serait bien plus cher qu'aujourd'hui. Du coup, Enercop, en tant que coopérative, et donc parce que les consommateurs ne voudraient pas payer ce prix-là, ne peut pas aller faire concurrence en fait au tarif d'achat de l'État. Donc, on peut par contre se substituer à EDF obligation d'achat pour aller faire ses tarifs en obligation d'achat. Par contre, pour Enercop, ce n'est pas forcément un modèle le plus stable dans le temps, puisqu'on se retrouve un petit peu corrélé à la loi du marché avec ce système. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un peu ça le souci. Et donc, on essaye d'aller plutôt pousser des modèles où on a une production qu'on peut acheter en direct à Enercop. Donc, c'est très facile en hydraulique puisque les prix le permettent. Pour l'instant, c'est encore très difficile en éolien et en photovoltaïque, mais on pousse ces modèles très fortement. Et certaines Enercop locales vont participer autour de table dans un projet d'éolien, dans un projet photovoltaïque. On est vraiment en train de mettre ces systèmes-là en place. Donc, l'éolien est bien parti. Donc là, il a vraiment augmenté. Il a augmenté dans le mixte assez fortement entre 2019 et 2020. Là, ça a encore un petit peu augmenté. Le photovoltaïque reste un peu à la traîne, mais il y a des parcs en développement, il y a des choses qui vont arriver. Et en fait, en termes d'hydraulique, on ne peut pas en faire beaucoup plus. Donc, les volumes vont pas augmenter. Donc là, maintenant, ce qui va augmenter, c'est les volumes en éolien et en photovoltaïque. Donc, petit à petit, on va retrouver un équilibre. Mais c'est des technologies qui sont un peu moins matures. Donc, c'est pour ça qu'elles sont un peu encore dans notre mix assez jeunes, quoi. Merci Eric. Un sociétaire nous demande aussi ce qu'on peut répondre aux personnes qui disent que la production d'énergie renouvelable, elle n'est pas vraiment écologique parce qu'elle occasionne d'autres dommages sur la biodiversité, les ressources, avec l'utilisation de terres rares, en termes de pollution, tout ce qui a trait au recyclage des panneaux, etc. Est-ce que tu peux juste nous répondre très rapidement, sachant que vous retrouverez un webinaire sur les idées reçues sur les énergies renouvelables qu'on avait enregistré lors du dernier confinement, en avril, je pense, et que par ailleurs, le dernier webinaire, il y a un mois, porté sur la façon dont Enercop choisit ses producteurs. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de ces questions. Je vous invite à revisionner les webinaires précédents, mais en 2 mots, si tu peux nous donner quelques éléments. Oui, donc toute activité humaine a un impact sur la nature, toute production d'énergie a un impact sur la nature. Ce qu'il faut, c'est se dire, voilà, d'un côté, on va réduire nos consommations, de l'autre, on va continuer à être obligé de produire un peu d'énergie. La population n'est pas prête à retourner trop loin en arrière. Et du coup, pour ces productions d'énergie, il faut choisir les meilleurs outils. Et du coup, face à du fissile et du fossile, l'éolien et le photovoltaïque ont beaucoup moins d'impact. Après, dans les grandes idées reçues, l'éolien tue beaucoup moins d'oiseaux que les chats en France chaque année. Le photovoltaïque se recycle très bien. On est sur des taux de recyclage entre 90 et 97% de recyclage sur un panneau. Un panneau solaire, il n'y a pas de terre rare dedans, il y a un peu de métaux rares, donc il y a un peu d'argent dans les soudures entre les petites cellules d'un panneau solaire, par exemple. Dans l'éolien, dans les aimants, il y a un peu de terra, du néodyme, mais c'est des technologies, notamment parce que c'est quelque chose qui devient très cher. Les fabricants essayent de changer les aimants. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc oui, ça a un impact, c'est sûr, mais beaucoup moins que d'autres types d'énergie. Et en plus, il y a des impacts sur lesquels on entraîne vraiment. Enfin, il y a de la recherche pour limiter encore plus l'impact. Et dans tous les cas, s'il faut produire un cadre en alu pour un panneau solaire, il aura fallu des ressources, extraire de l'aluminium, le chauffer, etc., etc. Mais souvent, le bilan énergétique d'un parc renouvelable, il est très bon. Pour le photovoltaïque, en 1 à 3 ans en Europe, il a remboursé sa dette énergétique. 3 ans s'il est installé en Norvège et que les panneaux viennent de Chine. Donc, avec tout le bilan carbone du panneau, il va rembourser sa dette énergie grise en 3 ans. Et ensuite, il va vivre pendant 30 à 40 ans. Donc, cette dette énergétique, elle est très largement remboursée. Donc, il y a quand même un mécanisme qui est vertueux. Par contre, le jour où on fabriquera des panneaux solaires avec de l'énergie renouvelable, son bilan carbone, il sera très faible. Et donc, on sera vraiment dans des cycles plus vertueux. Mais il ne faut quand même pas oublier, même si on est un fournisseur d'énergie là chez Enercop, que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'a pas consommée, c'est celle qui aura de toute façon le moins d'impact. Très bien, merci pour cette réponse. Alors je tente de faire le tri un petit peu pour essayer de voir, ce qu'on n'a pas pu traiter. Excusez-moi, il y a beaucoup de questions.
On a beaucoup de questions qui ont trait, à l'équilibrage, hein, comment, faire en sorte que la consommation, de nos clients et la production des producteurs avec lesquels on travaille s'équilibre. On y a déjà, pas mal, répondu. Je peux sinon te laisser prendre la parole, Julien, pour, faire une réponse un petit peu plus globale sur le sujet? Ça me paraît peut-être le plus simple. Juste mettre ta caméra. Euh, Très bien. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous me voyez? Oui, On on te te voit. voit. Super. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Effectivement, dans le chat et sur les questions et réponses, il y a eu beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe quand les producteurs sous-produisent ou quand est-ce qu'ils surproduisent finalement? Bon, alors le modèle Enercop, il est basé sur un équilibrage à l'année. Donc, on fait le bilan chaque année et on voit si nos producteurs ont produit autant que ce que nos clients ont consommé à l'année. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contrat direct. Et notre objectif, sur lequel on rend des comptes à chaque fois, c'est que ce taux de contrat direct soit à 100% ou au-delà. C'est-à-dire que les producteurs aient produit plus. Alors après, il y a quand même une certaine relation entre la consommation et la production. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller vers l'équilibrage le plus possible offre-demande, mais il n'est pas fait en tout temps. Je vous ai parlé de l'équilibrage à l'échelle annuelle. Je pense que dans les années qui viennent, on va essayer d'aller vers un équilibrage au moins au pas mensuel. Et de temps en temps, quand il y a surproduction ou sous-production, Enercop va aller échanger avec le réseau pour compenser ces écarts. Finalement, on peut dire que quand on est en 100% contrat direct ou quand on est au-delà, ça veut dire qu'on a produit plus et que les électrons qui n'ont pas été consommés par nos clients, ils ont été injectés sur le réseau et qu'un peu grâce à nous, le réseau est un peu plus vert. Voilà. Très bien, merci. On a eu aussi plusieurs questions, malgré tout, ça a déjà été traité le mois dernier, mais sur comment Enercop, choisit ses producteurs, est-ce que et notamment quels sont, les points d'attention vis-à-vis des critères environnementaux? Tu peux terminer sur cette question-là, Oui, Julien, bien sûr. peut-être, en 2 mots? Enercop, donc on se base sur un réseau de 300 producteurs. C'est parce qu'on a à cœur de développer le circuit court de l'électricité. Et donc, pour ces 300 producteurs, on va quand même porter une certaine attention à qui ils sont. Ça serait dommage de juste faire une transition énergétique telle qu'elle. On la veut aussi citoyenne et écologique et verte. Du coup, on a un outil en interne qui est une charte qui nous permet d'évaluer un peu les producteurs et comment ils sont. Et donc, on va notamment dans les critères qu'on va étudier, regarder un peu l'impact des sites de production sur leur environnement. Et il y a aussi un point qui est assez intéressant là-dessus, c'est que on essaye d'accompagner beaucoup de projets citoyens, de projets locaux. Et finalement, nous, on va regarder ce qu'ils vont faire, mais ce qui est bien quand on travaille avec des citoyens, c'est que eux, c'est leur environnement, c'est là où ils vivent, qui vont mener des projets. Et ça, c'est les gens qui auront vraiment le plus à cœur de faire attention à ce que le site ne vienne pas impacter trop négativement leur environnement. Et donc, on peut aussi faire confiance à ces gens-là vraiment pour avoir des projets au top. Très bien, merci beaucoup Julien. On va s'arrêter là pour les questions. On n'a bien sûr pas pu toutes les traiter, vous êtes très nombreux. Certaines de vos questions sont très spécifiques sur tel parc éolien au large des côtes de la Vendée, sur le rapport d'activité. N'hésitez pas à vous rendre sur le village Enercop, la nouvelle plateforme numérique à destination des sociétaires. Vous y retrouverez les rapports d'activité de vos coopératives et puis vous aurez la possibilité d'aller interpeller les collègues sur ces questions très spécifiques et d'échanger avec d'autres sociétaires. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y connecter. Village Enercop, vous avez reçu un petit mode d'emploi pour votre première connexion il y a quelques semaines. Un grand merci à Hilary, à Eric et à Julien pour leur présentation et puis les réponses aux questions qui ont pu être posées. Et puis un grand merci à vous pour vos contributions nombreuses et vos questions nombreuses. Je lance tout de suite un petit sondage pour que vous puissiez nous dire ce qui vous a plu ou moins plu dans ce webinaire. N'hésitez
n'hésitez pas à nous faire des retours. L'idée, c'est que ce soit un format qui corresponde à vos attentes. Le prochain webinaire, il aura lieu le jeudi 26 novembre de 18h30 à 19h30. On vous expliquera comment nos coopératives contribuent au développement de la production d'énergie renouvelable et citoyenne près de chez vous, les centrales qui sont déjà réalisées localement et puis notre stratégie pour les années à venir. En attendant, comme je vous le disais, on peut tous se retrouver sur le village Enercop pour continuer d'échanger et puis découvrir aussi de nombreuses ressources qui sont déjà stockées au village et on se retrouve au prochain webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous laisse une petite minute pour pouvoir cliquer sur le sondage.